Un conseil national est annoncé à la fin de cette semaine pour évaluer la gestion du coronavirus au Burkina Faso. Le plan de riposte à la maladie a été largement abordé lors du conseil des ministres de ce 22 avril. Un conseil qui a aussi examiné d'autres dossiers non moins importants, comme vous allez le voir dans quelques instants. Réouverture du grand marché de Ouagadougou. La décision est conditionnée par le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19. Commerçants et usagers appliquent-ils réellement ces mesures? Nous faisons le constat pour vous dans ce journal. Roboko et les autres marchés sont de plus en plus inondés de masques de protection, encore appelés les cache-nez. Mais qu'en est-il de la qualité de ces accessoires? Dans ce journal, l'agence burkinabé de normalisation et de la qualité vous donne les caractéristiques d'un bon masque de protection. Négligence de sa plateforme et répression des travailleurs par le gouvernement, c'est ce que dénonce la coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat. Argument avancé par la coalition, les coupures opérées sur les salaires de certains agents. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, voici ce qu'on peut retenir de la situation de la maladie à coronavirus à la date du 25 avril 2020 au Burkina Faso. 9 nouveaux cas ont été enregistrés ici à Ouagadougou. On déplore également un décès, mais 27 personnes sont guéries, portant à 389 le nombre total de guérisons. Actuellement, ce sont donc 181 cas de Covid-19 qui sont sous traitement au Burkina Faso. Au Conseil des ministres de ce mercredi, l'exécutif burkinabé a passé en revue les mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus. Le Conseil s'est aussi appesanti sur d'autres sujets d'actualité tels que la crise qui prévaut à l'Europénie dans le sud-ouest et la situation des personnes déplacées internes. La synthèse avec Bernard Kombilem et Sébastien Zongo. Le Conseil des ministres a fait le point de la gestion de la riposte contre la maladie à coronavirus et un conseil national est prévu en fin de semaine pour faire une évaluation et donner une direction d'ensemble en ce qui concerne les grandes mesures qui sont prises au niveau sanitaire et au niveau des restrictions des libertés dans le cadre de cette lutte. Face aux journalistes, le ministre en charge de la communication explique que la situation qui prévaut dans la commune de l'Europénie a été faite au Conseil des ministres. Le Conseil, après avoir écouté les différents ministres en charge du dossier, appelle tous les acteurs à œuvrer pour un retour à une situation d'accalmie. Le Conseil également voudrait remercier tous ceux qui ont permis le retour de l'apaisement qu'on constate dans la région et il voudrait inviter les populations à rester donc dans une situation de calme et à garder raison, afin donc de ne pas remettre en cause le vivre ensemble et surtout la coexistence religieuse pacifique qui a toujours existé dans cette région de notre pays. Le ministre de la Communication rapporte que son homologue en charge de la fonction publique a informé le Conseil de la deuxième édition du programme par pays pour la promotion du travail décent au Burkina Faso pour la période 2020-2023. Et le ministre en charge de la solidarité nationale a fait au Conseil le point de la situation des personnes déplacées internes suite à l'orage du 19 avril dernier. 1141 personnes qui sont concernées et l'assistance apportée par son ministère a consisté donc en des abris, en des vêtements, en des vivres et un autre ensemble de non-vivres nécessaires pour ces personnes. Il a également fait le point de la situation des voyageurs bloqués au niveau donc de la gare de Lafiabougou à Bobo du Lasso et au niveau donc de Nyangologo pour cause notamment de quarantaine liée donc au Covid. À Bobo donc c'est à peu près 60 personnes qui sont concernées et à Nyangologo c'est à peu près 180 personnes qui sont concernées et qui sont prises en charge donc par les gouverneurs de la région avec le soutien de l'action sociale. Sur le point de la gestion du pic en demande d'électricité avec la période de chaleur, pour la première fois depuis 10 ans, le Burkina Faso a réussi à équilibrer l'offre et la demande. Nous avons cependant une marge relativement limitée de 50 MW qui fait que lorsque nous avons des lignes qui connaissent des pannes en raison notamment de surcharge au niveau du matériel ou de la vétusté de ces lignes-là, il y a effectivement des coupures de courant qui interviennent dans certaines zones. Concernant la reprise des cours, elle est jusqu'ici
annoncé pour le 28 avril prochain. Nous avons fixé ça au 28. Il y a des évaluations qui sont faites pour différentes choses, pas seulement au niveau sanitaire. D'autres évaluations, est-ce que certaines mesures peuvent être prises aujourd'hui pour aller à l'école si d'autres ne sont pas levées? Est-ce qu'aujourd'hui, sanitairement, ces mesures-là peuvent être levées même si on peut aller à l'école? Donc c'est cet ensemble de cette corrélation entre les différentes mesures-là qui nécessite que tout soit agencé par le gouvernement. Et donc s'il est nécessaire de repousser la date sera repoussée. Si elle doit être maintenue, elle sera maintenue. Donc il n'y a pas de fétichisme sur la date. Je vous ai dit, la priorité pour le gouvernement, c'est que nous allons vers une ouverture de l'école en assurant une sécurité sanitaire pour les enfants et les enseignants. Donc si ces conditions-là ne sont pas remplies, il n'y aura pas de reprise. Si elles sont remplies, il y a d'autres conditions aussi qu'il faut mettre en œuvre pour qu'elles puissent se faire. Les difficultés d'approvisionnement de la commune de Djibou dans la région du Sahel n'ont pas échappé aux journalistes. La dernière fois, c'était l'ONEA qui avait un problème. Quelque temps auparavant, c'était la question du carburant. Mais je sais aujourd'hui, par exemple, que grâce au soutien de l'armée, le marché de Djibou a bel et bien lieu et que les camions, tout ont pu arriver. Donc, il peut y avoir des périodes de tension, de difficultés, parce que c'est une ligne qui est au fond, quasiment. Mais nous devons travailler à ce que, justement, petit à petit, les taux se desserrent autour de cette ville. 2 décrets ont également été adoptés à ce Conseil des ministres. Au titre du ministère de l'économie, le Conseil a adopté un décret portant création et fonctionnement de l'Agence judiciaire de l'État. Au titre du ministère en charge du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant création et fonctionnement du Conseil national d'orientation du régime d'assurance maladie universelle. Placé sous l'autorité du Premier ministre, ce Conseil national a pour attribution de donner les grandes orientations de la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Dans les hauts-bassins, les journalistes sont désormais au parfum du processus de prise en charge des malades de Covid-19. Ils ont fait une immersion au centre de traitement des malades, immersion qui leur a permis de constater le travail abattu par les agents de santé et de recueillir les témoignages des patients. Drissa Traoré et Kadourou Menki. L'hôpital pédiatrique du jour de Bobo Dioulasso. Henri Alizerbo est à la retraite. Il est interné ici depuis quelques jours pour un traitement contre le Covid-19. Entre-temps, moi, j'avais senti que j'avais des malaises. Donc, je me suis rendu que les institutions sanitaires, il n'y avait pas d'amélioration. La toux, là, ça ne s'arrêtait pas. Comme ça ne s'arrêtait pas, je dis, est-ce qu'on ne va pas appeler les gens de Codi 99 watts? On les a appelés, ils n'ont pas refusé, ils sont venus. Ils ont fait le nécessaire. Et 10 jours, 48 heures après, ils m'ont rendu compte que c'était positif. Ils sont 6 malades au total en hospitalisation dans ce centre à la date du 21 avril 2020. Seul Henri Alizerbo a accepté parler à visage découvert. Il espère que son témoignage va convaincre les plus sceptiques, s'il y en a encore, sous la réelle menace de la maladie à coronavirus. C'est quelque chose, quand tu n'es pas atteint là, tu peux ne pas croire. Mais quand tu es atteint là, toi-même tu sais ce qui se passe. Voilà. Bon, après moi-même, mille recherches, je me suis retrouvé que, bon, dans la mémoire, j'ai été à des cérémonies où c'est là-bas que moi j'ai contacté ça. La prise en charge se passe bien. Aucune difficulté notoire, ni chez les patients, ni chez le personnel soignant. Nous avons suivi les recommandations du gouvernement, qui est de mettre sur tous ceux qui ont un test positif, hydroxychloroquine plus azithromycine. Voilà, ça c'est le traitement, si je peux dire curatif, qui va diminuer un peu la charge du virus. Et le traitement symptomatique, ça consiste à donner tout médicament que le malade a besoin. Voilà, s'il a de la fièvre, on lui donne un antipyrétique, s'il est fatigué, on lui donne de la vitamine, ainsi de suite. Ce centre de traitement des malades du Covid-19 a une capacité d'accueil de 40 lits. 11 lits sont pour le moment fonctionnels.
Réouverture du grand marché de Ouagadougou. Faut-il craindre un relâchement quant au respect des consignes sanitaires? La question mérite d'être posée au regard du comportement de certains usagers et commerçants. Et même s'il y a de bons élèves en la matière, la tâche semble ne pas être facile pour les jeunes volontaires qui sont donc chargés de veiller au respect des mesures barrières contre le coronavirus. Constat avec Adama Giti et Isiaka Nana. Rodwoko au lendemain de sa réouverture. Port du masque, lavage des mains, prise de température, gel hydroalcoolique, commerçants, clients, nul n'échappe aux dispositifs mis en place aux différentes entrées du marché. Chacun, tant bien que mal, tente de respecter ces nouvelles mesures. Tout individu doit aimer la propreté. Donc, en dehors de la maladie du Covid-19, se laver régulièrement les mains doit être notre quotidien. En plus, le masque nous protège contre la poussière. Tout le monde se protège bien, on lave les mains, on met le gel alcoolique et puis on lave les mains régulièrement. Voilà, les gens là ont respecté les mesures. Bon, ce qu'on peut respecter là, on respecte. Bon, ce qui est difficile aussi, on est en train d'apprendre. Voilà, sinon, bon, les conditions qu'ils ont posées, bon, c'est pas bon. Nous, les commerçants, c'est forcé que nous apprenions ces mesures pour pouvoir rentrer. Mais eux, ils ne peuvent pas forcer les clients de prendre ces mesures pour venir acheter. Mais, 24 heures après la réouverture, les volontaires font déjà face à de nombreux cas de résistance. Pour le port du cache-nez, les gens disent qu'ils n'arrivent pas à respirer avec le cache-nez. Il y en a aussi qui disent que l'État doit les offrir les cache-nez, donc ils n'ont pas de cache-nez, donc ils ne vont pas porter. Il y en a aussi qui disent que, comme il y a le contrôle à l'entrée, ils n'ont pas besoin de porter les cache-nez parce que c'est déjà contrôlé, donc il n'y a pas de personnes atteintes à l'intérieur. Nous sommes tous des médecins présentement là, parce que nous-mêmes on sensibilise, on paie des cache-nez pour nos gens qui n'ont pas l'argent pour payer, nous on paie pour eux, et on les sensibilise. Qu'à chaque sortie, au retour, ils n'ont qu'à laver les mains et puis mettre les produits. À ces difficultés vécues par ces volontaires, s'ajoutent d'autres incompréhensions d'ordre organisationnel. Les traits qu'ils ont tracés, bon, matin là, ils ont venu dire que on n'a pas le droit de mettre quelque chose dans notre... À côté de notre boutique, on n'a même pas le droit de mettre les sacs. Bon, nous on pense que comme ils ont mis le trait, donc bon, on n'a pas mis les affaires pour vendre. Pardon, notre affaire qu'on vend, on peut avoir le place en paix pour déposer ça aussi. Bon, voilà pourquoi bon, ça là vraiment, s'il peut voir pour ça, s'il peut nous aider pour ça, bon, il n'a qu'à nous aider. Des dispositifs qui, selon certains clients, devraient rassurer, mais pour le moment, la psychose liée à la maladie est bien là. En venant, en tout cas, j'avais peur. J'avais peur parce que je ne savais pas si, au niveau du test, si j'allais être positif ou négatif. Mais bon, arrivé, heureusement, on m'a testé, c'est négatif. Je suis venu pour payer. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur jusqu'à ce qu'ils vont vouloir venir ici. Moi, j'ai eu le courage de venir, mais j'ai trouvé qu'il n'y a rien. Pour l'heure, la reprise des affaires ici est bien timide. L'espoir des commerçants de Rodwoko, c'est la fin rapide de la pandémie et le retour de la sérénité. La ville de Kaya annonce également l'ouverture de son grand marché pour ce jeudi. La décision est prise suite à une concertation entre commerçants et autorités régionales du Centre-Nord. Mais avant, le marché de Kaya a été désinfecté et sa fréquentation sera conditionnée au port de masques de protection. Martin Ouedraogo et Yakuba Kwala. Les autorités régionales procèdent ici à la désinfection des différentes sphères du marché central de Kaya. Ces œuvres consistent à favoriser une reprise des activités dans de bonnes conditions d'hygiène. Je voudrais en tout cas interpeller l'ensemble des commerçants à respecter les mesures barrières et être des agents de sensibilisation pour que tout le monde puisse respecter ces mesures barrières-là, parce que la santé est au devant de tout. Et je souhaiterais que les gens acceptent en tout cas de respecter ces mesures barrières. Au-delà des actions de salubrité menées ici, le marché central connaîtra de nouvelles délimitations. C'est l'occasion pour nous de pouvoir faire un petit réaménagement. Mais on a vu que le marché de Kaya est tellement vraiment mal, tous les appels sont occupés. Donc pour l'ouverture, c'est l'occasion maintenant pour le conseil municipal et toute l'équipe de la voirie pour qu'on puisse remettre de l'ordre maintenant dans les marchés avant
l'ouverture officielle. La Chambre régionale de commerce a par conséquent fait don de poubelles, des cartons de savon, du gel hydroalcoolique, le tout estimé à 5 millions de francs CFA aux commerçants de la région. L'autre grande mesure prise pour éviter la propagation du coronavirus, c'est la fermeture des frontières. Comment appliquer une telle mesure au niveau des localités situées de part et d'autre d'une frontière? Dans ces localités, il est difficile de briser les liens séculaires qui existent entre les peuples de deux pays voisins. C'est le cas concernant surtout la fréquentation des services sociaux de base tels que les centres de santé. Constat à la frontière Burkina Faso-Ghana avec Moussa Ouedraogo et Draman Dadia. Officiellement, la route est barrée et la frontière fermée, donc interdit d'entrer et de sortir du territoire burkinabé, sauf le fret. Coup dur pour Oumarou. On nous a dit de ne plus aller au Ghana et que les Ghanéens aussi ne pourront plus nous rendre visite. Ce sont les mêmes familles qui sont de part et d'autre de la frontière. On nous oblige à surseoir aux événements sociaux comme les funérailles, mariages et baptêmes. C'est pas facile. Ce centre de santé et de promotion sociale est à un jeu de pierre de la frontière Burkina-Ghana. Issaka est ghanéen, mais son épouse malade est d'origine burkinabé. Ils ont emprunté l'une de ces pistes malgré la fermeture des frontières pour des soins appropriés sur le sol burkinabé. Habituellement, le service est de qualité ici. C'est pourquoi j'ai insisté, malgré la fermeture des frontières, à venir à Outoulou. Nous sommes un même peuple. Bon, présentement, nous on continue d'accueillir les Ghanéens comme il se doit. Bien vrai que les frontières sont fermées, mais certains profitent aussi. Bon, vu les conditions d'accueil aussi, continuent de venir dans notre aire sanitaire pour prendre des soins, et profiter de nos soins qu'on offre. Quand on prend un malade venant du Ghana, on cherche à savoir s'il n'a pas eu de contact avec des gens qui ont été déjà testés positifs avant de continuer. Juste par prudence, car il n'y a aucun dispositif pour détecter ou prendre en charge un éventuel cas de Covid-19. Sur les 7 communes que compte la province de la Sicile, 3 sont frontalières du Ghana. Fin mars, 14 passagers ont été interceptés sur cette piste. Donc nous sommes obligés de les reconduire à la frontière du Ghana. Parce que selon les informations qui nous sont parvenues, c'est les transporteurs ghanéens qui les ont déposés à la frontière avec le Burkina. Voilà. Et on était obligé de les reconduire au Ghana, à la frontière également, pour que les Ghanéens puissent prendre leurs responsabilités. Une frontière poreuse où des centaines de pistes rurales s'offrent aux passagers. Même le fret passe par là. Les forces de sécurité font la ronde sur les pistes secondaires, mais certains échappent au contrôle, comme ici en image, des fraudeurs de retour du Ghana. Des cache-nez made in Burkina Faso, on en trouve de plus en plus depuis l'avènement de la maladie à coronavirus. Et des initiatives se développent chaque jour pour la production de cet accessoire de protection. Je vous amène à Bobo-Dioulasso pour voir ce genre d'initiative à l'atelier de Dame Djeneba Taoko. Elle fait de sa particularité la confection de cache-nez à base de coton glacé. Le dossier est signé Kassoumi Logo et Karim Sissi. Nous sommes dans un atelier de couture qui s'est spécialisé dans la confection de cache-nez depuis l'apparition du Covid-19 au Burkina Faso. Une option choisie par la promotrice, question de pallier au manque de ce dispositif sur le marché. Quand j'ai vu la pandémie et que le gouvernement a commencé à prendre les mesures nécessaires pour que les gens puissent se protéger afin de ne pas tomber malade. Donc, moi tout de suite, je me suis dit, voilà quelque chose qui arrive, je peux apporter ma pierre à l'édifice. Au départ, le travail se faisait avec beaucoup d'amateurisme. Mais grâce au conseil de son époux, Djeneba Taoko a au fil du temps modernisé son travail.
Ici, les cache-nez sont faits uniquement à base du coton glacé. On faisait nos cache-nez comme ça, à tue-tête. Et puis, par la suite, mon époux étant médecin, quand il a vu ce que nous faisions, il a trouvé que bon, vraiment ça ne répondait pas aux normes. Il nous a donné des normes à suivre qui puissent répondre aux normes sanitaires. Donc voilà, par la suite, on a commencé après ça à confectionner correctement les masques. Le superviseur de tout ce qui se passe ici, c'est ce monsieur, Mahmoudou Ouedraogo. Il veille au grain pour que tout se déroule dans les règles de l'art. On a pris le patronage, c'est ça qui est là. Donc on a protégé pour pouvoir faire pour que ça puisse répondre au nom des médecins. Et c'est ici cela qu'on continue. C'est moi qui coupe le programme me donne ça pour pouvoir copier exactement la même chose. Comme c'est artisanalement fait, il arrive qu'il y ait des ratés. Donc quand il y a ces ratés, vraiment tout de suite on les retire. Djeneba Taoko distribuait gracieusement les cache-nez qu'elle fabriquait dans son atelier. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Avec la demande qui devient de plus en plus croissante, elle vend l'unité à 500 francs CFA. Le souhait de cette dame est que le coronavirus disparaisse du monde et que la vie reprenne son cours normal. Vous l'avez entendu, à l'attention de ceux qui se lancent dans la production des masques de protection, vous devez savoir que l'activité doit répondre à des normes de qualité. Ces normes sont édictées par l'ABNORM, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité. Les aspects pris en compte vont de la qualité du tissu à la résistance respiratoire du cache-nez, en passant par sa résistance au lavage. Explication avec Moussa Ouedraogo et Oumou Sissi. Port du masque ou de cache-nez obligatoire à partir du 27 avril prochain pour tous les Burkinabés. Dans de nombreux ateliers de confection, les machines tournent à plein régime. Des masques de toutes les couleurs et de toutes les formes, on en trouve sur les marchés. Pourtant, ces accessoires de protection devraient répondre à des normes de qualité précises définies par l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité. ABNORM. Le premier, c'est quoi? C'est la résistance du tissu. Le deuxième test, c'est la résistance respiratoire. En plus de la résistance respiratoire, on a l'innocuité vis-à-vis de la peau et de l'air inhalé. On dit que le tissu qui est utilisé et qui est en contact avec la peau ne doit pas présenter des risques, je dis bien des risques connus d'irritation. Après l'innocuité vis-à-vis de la peau et de l'air inhalé, on a la résistance du jet de bride. Le jet de bride, c'est quoi? C'est le dispositif destiné à maintenir en place un masque barrière sur la tête. Et l'autre point, c'est quoi? C'est la résistance au lavage. Et le cycle de lavage comprend le mouillage, le lavage et le rinçage. Le processus doit durer au moins 30 minutes. Le masque barrière lavable et réutilisable doit être lavé après une utilisation de 4 heures. Il doit également résister à 5 cycles de lavage. C'est l'une des conditions pour que l'ABNORM délivre un certificat national de conformité. Des estampilles sont alors apposées sur les masques conformes. Sur ces estampilles, on va écrire conformité attestée par l'ABNORM et on ajoutera les laboratoires dans lesquels les tests ont été réalisés. Les masques barrières pour enfants répondent également aux mêmes critères. La seule différence réside au niveau des dimensions. Et pour amener les acteurs au strict respect des normes, l'ABNORM mise sur la sensibilisation. Notre premier objectif est de donner l'information à tous les acteurs que des normes existent. Le deuxième objectif est de les sensibiliser sur l'application de ces normes-là et de leur dire également de venir vers l'ABNORM parce que les tests là, nous les faisons gratuitement.
gratuitement. Les normes, nous les mettons également gratuitement à leur disposition. Avec la mise en place de ces critères, l'objectif pour l'ABNorm est de s'assurer que les citoyens aient accès à des produits de qualité et d'assainir le marché des masques barrières. Elle demande à tous les acteurs du domaine d'apporter leurs produits pour bénéficier de la certification. Jean-Paul Karama indique que des sorties de terrain seront effectuées pour le suivi du respect de ces normes. Le coronavirus, une pandémie qui a déjà porté un coup dur au secteur informel au Burkina Faso, d'où un plaidoyer lancé par le Conseil national de l'économie informelle pour des actions de soutien à ses membres. Ce plaidoyer a eu un écho favorable du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale qui offre une 50aine de tonnes de vivres aux acteurs de l'économie informelle. Nongba Kouda, Sanoua Christina Koulibaly. C'est le geste de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'endroit du Conseil national de l'économie informelle. Et ce matin, l'heure est à la répartition. Toutes les régions touchées par le Covid-19 repartent chacune avec 4 tonnes de vivres, excepté les Hauts-Bassins qui reçoivent 5 tonnes. Les 3 régions non touchées par la maladie, elles reçoivent chacune 1,5 tonne de vivres. Le Conseil national de l'économie informelle a toute une structuration qui regroupe plusieurs associations professionnelles et à leur tour font aussi le bilan aux différents marchés. Donc c'est pour vous dire de ne pas avoir peur, tel que c'est structuré, ça va arriver là où ça doit être arrivé. On remercie vraiment beaucoup la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est grâce à eux qu'on a gagné ce vivre. Ça ne peut pas suffire à tout le monde. Qu'on demande vraiment nos acteurs d'être disciplinés, à faire tout, faire la preuve de patriotisme, puisqu'on va sortir de cela. Il y a Salif Nkiema d'appeler toutes les bonnes volontés à aider les membres du Conseil à traverser cette période de vache maigre. Un geste du même genre est fait à l'endroit des commerçants de la région du plateau central dont les activités sont également paralysées à cause du coronavirus. La Chambre régionale consulaire et le Conseil régional volent à leur secours avec 15 tonnes de vivres et des masques de protection. Les 20 communes que compte le plateau central seront toutes bénéficiaires de ce don. Nous suivons la cérémonie de remise avec Salifou Belem et Sekou Zango. Le Conseil régional et la Chambre de commerce et d'industrie du plateau central dans l'action contre la pandémie du coronavirus. 7000 masques de protection et 15 tonnes de riz, c'est le don physique du tandem aux commerçants les plus touchés par les effets pervers de la maladie. L'épreuve de Covid-19 est difficile pour tous, mais au secteur informel, la pilule est encore plus difficile à avaler. Ces 2 dons viennent à point nommé parce que vous savez que dans le cadre justement de cette pandémie-là, des mesures ont été prises et ces mesures-là, il faut le reconnaître, au niveau économique, certains acteurs en souffrent énormément. Et ces dons-là viennent soulager tant soit peu leur peine en attendant que les conditions idoines soient réunies pour que le marché puisse ouvrir. Pour les donateurs, en ce moment de coronavirus, un don n'est jamais de trop et il faut encourager les bonnes volontés. Au-delà de tous les gestes de barrière qu'on nous recommande de faire, pour moi le plus important, c'était les cache-nez ou les bavettes. Et nous avons choisi, compte tenu de la modicité des moyens que nous avions, de nous cantonner exclusivement sur la dotation en bavettes. La Chambre de commerce régionale du plateau central a pu obtenir 15 tonnes de riz pour partager aux acteurs économiques les plus vulnérables, pour pouvoir aider à soulager la souffrance que vivent en ce moment les opérateurs économiques, particulièrement le monde du secteur informel. Et ce n'est pas tout. Amadou Sawadgou offre à titre personnel 10 tonnes de vivres à l'ensemble des 20 communes de la région du plateau central.
Comme quoi l'argent peut faire aussi le bonheur s'il sert à aider les autres. C'est d'ailleurs ce qu'a compris une ancienne cadre de l'UNICEF au Burkina Faso qui offre 5 millions de francs CFA pour la lutte contre le coronavirus. Le chèque a été remis hier mardi au ministère de la Santé en présence de nos reporters Adama Giti et Sekou Zongo. Sylvana Nzirolera donne ici un chèque de 5 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Elle laisse ainsi parler son cœur dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Citoyenne burkinabé depuis 2019, elle a aussi servi au pays en tant que représentante adjointe de l'UNICEF. J'ai beaucoup servi le peuple burkinabé il y a quelques années dans le cadre du programme de coopération de l'UNICEF au Burkina Faso. Et donc, cette pandémie m'a prise ici et c'est peut-être la volonté de Dieu parce que ça me donne l'opportunité de faire cette petite contribution. Je ne suis pas millionnaire, mais ma foi me dit que le peu qu'on a, il faut le partager avec ceux dans le besoin. Le Burkina Faso a besoin de près de 178 milliards de nos francs pour le plan de riposte. La donatrice en appelle alors à la mobilisation des filles et fils du pays. Mes frères et sœurs burkinabés, je les encourage vraiment dans cette lutte et je dois leur dire que c'est vraiment l'effort de tout le monde. Nous devons nous prendre la main pour que nous puissions gagner cette guerre contre cette pandémie. Sans notre effort commun, sans nous prendre par la main, nous n'allons jamais y arriver. Tout en saluant l'engagement de la donatrice, le chargé de mission du ministère de la Santé invite ses compatriotes à faire de même. Autre titre de l'actualité, et nous évoquons la sortie médiatique de la coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat. Elle dénonce ce qu'elle appelle une négligence de sa plateforme revendicative et une répression des travailleurs par le gouvernement burkinabé. Face à la presse ce mercredi, les responsables de la coalition s'insurgent notamment contre les coupures opérées sur les salaires de certains agents. Des détails complets dans ce compte-rendu de Isiaka Nana. La coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat dénonce ce qu'elle qualifie de répression sauvage des travailleurs. Une répression traduite à travers les coupures et les suspensions de salaires opérées en violation des textes en la matière. Pour Bassolon Bazé et ses camarades, ce sont au moins 739 agents publics relevant du ministère en charge de l'éducation nationale qui ont vu leur salaire suspendu. 3 travailleurs dans les boulangeries ont été licenciés. Un agent en fonction à l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal relevé. Des coupures de salaire atteignant la moitié et parfois plus opérées sur certains agents. Des procédures disciplinaires engagées contre d'autres. À démontrer davantage le cynisme du gouvernement, la règle du 16 au 20 mars ne pouvait donner lieu à des coupures de salaire chez les enseignants, en classe, d'autant que le même gouvernement, par note signée le 14 mars 2020, se fondant sur les risques de propagation du Covid-19, avait décidé de la fermeture des écoles et des universités du lundi 16 mars au mardi 31 mars de l'année en cours. Et pour soulager un tant soit peu la souffrance de ces travailleurs, frappés par la suspension du salaire, une souscription a donc été lancée. Au total, un montant de 53 369 825 francs CFA a permis d'apporter un appui financier à 756 travailleurs victimes de la répression barbare du pouvoir RPP et de ses alliés. La souscription qui se poursuit, donc un point global, à la date du 21 avril 2020, de la somme de 67 628 763 francs CFA, dont un saldo provisoire de 14 144 913 francs CFA. Pour la reprise des activités pédagogiques, la coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat avance un préalable, l'arrêt de la répression et la correction des préjudices.
À l'international, nous reparlons du coronavirus dont les conséquences économiques exposent des millions de personnes à la famine. Le nombre de personnes souffrant de la faim pourrait doubler en raison de la pandémie. Le programme alimentaire mondial prévoit plus de 260 millions de personnes qui seront touchées par la famine d'ici à la fin de l'année 2020. Une catastrophe aux proportions bibliques. Ce sont les termes alarmistes des responsables du Programme alimentaire mondial, une des agences des Nations Unies. Selon eux, le nombre de personnes au bord de la famine pourrait doubler en 2020, passant d'environ 135 millions à 265 millions à travers le monde. La fermeture des marchés et la récession économique devraient entraîner une perte de revenus importante pour les travailleurs pauvres. Les envois de fonds à l'étranger vont également diminuer fortement, ce qui va nuire à des pays comme Haïti, le Népal, la Somalie, pour ne citer que. La perte des recettes touristiques également portera préjudice à des pays comme l'Éthiopie, où elle représente d'importantes rentrées d'argent. Déjà avant la pandémie, certaines régions d'Afrique de l'Est et d'Asie du Sud étaient confrontées à de graves pénuries alimentaires. En cause la sécheresse ou encore une invasion de criquets pèlerins qui a ravagé les cultures, notamment au Kenya. Pour le Programme alimentaire mondial, les parties impliquées dans les conflits doivent permettre un accès libre aux populations afin de maintenir les chaînes d'approvisionnement. De quoi soulager peut-être un peu ceux qui ont besoin plus que jamais de la solidarité internationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.